Avez-vous déjà eu le sentiment d'être jugé pour quelque chose dont vous ignoriez même la nature? Comme s'il existait en vous une culpabilité, sans que personne ne vous ait jamais expliqué quel crime vous aviez commis. Comme si la vie vous avait placé au cœur d'un procès invisible, rempli de règles confuses, de portes closes, de personnes indifférentes et de questions sans réponse. Vous essayez de comprendre. Vous essayez d'ordonner les choses. Vous essayez de leur donner un sens. Mais plus vous essayez, plus vous vous sentez perdu. Ce sentiment porte un nom. Kafkaïen. Et ce nom vient d'un homme qui a vécu presque toute sa vie en croyant qu'il n'était pas important, que son œuvre n'avait pas de valeur, que sa voix ne méritait peut-être pas d'être entendue. Un homme qui est mort sans savoir que des années plus tard, il serait considéré comme l'un des écrivains les plus influents du XXe siècle. Cet homme s'appelait Franz Kafka. Kafka est né à Prague, en 1883, dans une famille marquée par une présence dominante, celle de son père, Hermann Kafka. Hermann était un homme fort, ambitieux, dur, quelqu'un qui était sorti de la classe ouvrière par la seule force de sa volonté, qui avait bâti une affaire, gravi l'échelle sociale et intégré une classe moyenne plus confortable. C'était le type de personne qui croyait à la force, à l'autorité, à la fermeté. Et, comme beaucoup de pères, il attendait de son fils qu'il reflète ce qu'il considérait comme un idéal. Mais Franz Kafka n'était pas ce fils-là. Kafka était sensible, anxieux, physiquement fragile, souvent malade. Un petit garçon face à un père immense, non seulement par le corps, mais aussi par sa présence psychologique. Et cet écart entre ce que son père attendait et ce que Kafka était réellement devint une blessure profonde. Aux yeux de Hermann, Franz semblait faible, inadapté, décevant. Et pour Franz, le regard de son père se transforma en une sorte de tribunal permanent, un lieu où il était toujours évalué, toujours condamné, toujours en train d'échouer à devenir quelqu'un qu'il ne pourrait jamais être. Imaginez ce que signifie grandir ainsi. Sentir qu'avant même d'essayer, vous avez déjà déçu quelqu'un. Que votre existence, telle qu'elle est, semble erronée. Que vous devez vous excuser d'être celui que vous êtes. C'est peut-être là que commence la racine de l'univers kafkaïen. Pas seulement dans les bureaux, les tribunaux et les bureaucraties absurdes, mais au-dedans même de l'âme, dans la sensation d'être prisonnier d'un jugement sans explication, mené par des forces plus grandes que vous, devant lesquelles vous ne savez jamais exactement comment vous défendre. Pendant son adolescence, Kafka trouva dans l'écriture une manière de faire face à cette anxiété. Écrire était une façon d'ordonner le chaos, de transformer la peur en langage, de donner forme à la culpabilité et au malaise qui le poursuivait. Mais son père ne voyait pas cela comme une voie légitime. Kafka fut poussé à suivre une profession respectable, pratique, sûre. Il finit par étudier le droit, non pas parce que c'était sa grande passion, mais parce que la vie semblait le pousser dans une direction qui n'était pas véritablement la sienne. Malgré cela, il continua d'écrire. À l'université, il rencontra Max Brod, lui aussi écrivain, et peut-être l'une des personnes les plus importantes de sa vie. Brod croyait en Kafka, il croyait en sa littérature, il croyait en cet homme timide, inquiet et tourmenté, même lorsque Kafka lui-même ne parvenait pas à croire en lui. C'est Max Brod qui l'encouragea à publier ses premières œuvres. Mais elles se vendirent mal. Elles passèrent presque inaperçues. Et Kafka continua de vivre comme tant de gens vivent,
en travaillant dans des emplois qui consommaient son temps, son énergie et sa santé, tandis qu'il essayait de protéger une petite flamme créatrice aux marges de la journée. Après l'université, il travailla dans un cabinet d'avocats, puis dans une compagnie d'assurance. Là, il entra en contact direct avec le monde qui, plus tard, serait associé à son nom. Le monde des papiers, des procédures, des règles impersonnelles, de la bureaucratie qui semble exister pour elle-même. De longues heures, des heures supplémentaires, des formulaires, des hiérarchies, des systèmes complexes que personne ne semblait comprendre entièrement. Une machine froide, absurde, indifférente. Et Kafka n'était qu'une pièce à l'intérieur de cette machine. Le jour, il travaillait. La nuit, il écrivait. C'est dans cet espace étroit, entre l'épuisement et la nécessité intérieure, que naquirent certaines de ses œuvres les plus importantes. Le procès, le château, America, la métamorphose. Mais Kafka ne voyait pas ses œuvres comme le monde allait un jour les voir. Il doutait de lui-même, il doutait de son talent, il laissait des textes inachevés, il gardait des manuscrits, il sentait que tout cela n'était peut-être pas assez bon. Et ce détail est presque douloureux. L'un des plus grands écrivains de l'histoire moderne passa sa vie à conserver dans des tiroirs des œuvres qui allaient transformer la littérature. Il était assis sur un trésor, mais il ne parvenait pas à le voir, parce que, d'une certaine manière, il continuait à se regarder avec les yeux de son père. Un échec, une déception, quelqu'un d'inadapté. Kafka mourut en 1924, victime de la tuberculose, à l'âge de 41 ans. Il mourut sans gloire, sans grande reconnaissance, sans savoir que son nom deviendrait un concept, sans savoir qu'environ un siècle plus tard, des personnes du monde entier tenteraient encore de comprendre leur propre angoisse à travers les histoires qu'il avait écrites. Avant de mourir, Kafka demanda à Max Brod de brûler ses manuscrits non publiés. Pensez-y un instant. Si Max Brod lui avait obéi, le monde n'aurait peut-être jamais connu une grande partie de l'œuvre de Kafka. Peut-être que le procès et le château ne seraient jamais parvenus jusqu'à nous. Peut-être que le mot « kafkaïenne » n'existerait même pas. Mais Brod n'obéit pas. Il conserva, organisa et publia les textes de son ami. Et peu à peu, Franz Kafka devint ce qu'il n'avait jamais imaginé être. L'une des voix les plus profondes, les plus étranges et les plus nécessaires de la littérature moderne. Il y a quelque chose de très puissant dans cette histoire, car Kafka nous oblige à poser cette question. Combien de personnes traversent la vie sans jamais découvrir leur propre valeur? Combien de talents restent cachés dans des tiroirs, des cahiers, des dossiers oubliés, des projets abandonnés? Combien de voix pourraient transformer le monde, mais meurent dans le silence parce qu'un jour, quelqu'un les a convaincus qu'elles n'étaient pas assez bonnes? Il existe peut-être beaucoup de Kafka. Des personnes qui se lèvent chaque jour, travaillent, remplissent leurs obligations, affrontent des familles difficiles, des chefs indifférents, des bureaucraties étouffantes, de vieilles insécurités, et qui portent pourtant en elles quelque chose d'immense. Mais elles ne parviennent pas à le voir. Kafka aperçut l'absurde de la vie non comme une idée lointaine, mais comme une expérience intime. Il savait ce que signifiait se sentir petit devant des forces immenses. Il savait ce que signifiait tenter de comprendre un système qui n'explique pas ses propres règles. Il savait ce que signifiait être accusé par l'existence, sans savoir exactement de quoi. Et c'est cela qui rend son œuvre si troublante. Lorsque nous disons que quelque chose est kafkaïen,
nous pensons généralement à des situations bureaucratiques absurdes. Une procédure que personne n'explique. Un document qui dépend d'un autre document. Une règle dénuée de sens. Une autorité qui ne répond pas. Un système qui n'a pas de visage, mais qui possède du pouvoir. C'est kafkaïen lorsque vous essayez de résoudre un problème simple et découvrez que vous devez passer par 10 services, remplir 15 formulaires et attendre la réponse de quelqu'un qui n'apparaît jamais. C'est kafkaïen lorsque tout le monde dit qu'il existe une solution, mais que personne ne sait laquelle. C'est kafkaïen lorsque vous vous trouvez à l'intérieur d'une machine qui continue de fonctionner, alors même que tous ceux qui s'y trouvent sont perdus. Mais l'œuvre de Kafka va au-delà de la bureaucratie. La véritable terreur kafkaïenne ne réside pas seulement dans le système. Elle réside dans la réaction humaine face à lui. Elle se trouve dans l'individu qui essaie de comprendre, qui tente de s'expliquer, qui tente de préserver sa rationalité dans un monde qui se comporte de manière irrationnelle. Dans le procès, le protagoniste, Joseph K., se réveille un matin et se retrouve arrêté. Mais personne ne lui dit exactement pourquoi. Il ne reçoit aucune explication claire. Il ne comprend pas de quoi il est accusé. Il ne sait pas comment se défendre. Et pourtant, le procès continue. La machine judiciaire se met en marche. Des gens parlent, des salles apparaissent, des autorités jugent, des documents existent. Mais le sens, lui, n'arrive jamais. Et Joseph K. essaie de comprendre. Il tente d'argumenter. Il cherche une logique. C'est là le point le plus angoissant. Il n'accepte pas simplement l'absurde. Il lutte contre lui, il essaie de le déchiffrer. Mais plus il essaie, plus il se retrouve prisonnier. Dans la métamorphose, Grégor Samsa se réveille transformé en insecte. Une situation totalement absurde, inexplicable, presque grotesque. Mais la première préoccupation de Grégor n'est pas philosophique. Il ne s'interroge pas immédiatement sur le mystère cosmique de sa transformation. Il s'inquiète de son travail. Il doit se lever. Il doit prendre le train. Il doit justifier son absence. Il doit subvenir aux besoins de sa famille. C'est l'une des choses les plus brillantes et les plus tristes chez Kafka. L'absurde le plus extrême apparaît, mêlé à la routine la plus ordinaire. Un homme devient insecte, mais le problème immédiat est de manquer le travail. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire nous atteint autant. Car, d'une certaine manière, nous connaissons tous ce sentiment. Peut-être ne nous réveillons-nous pas transformés en insectes, mais il nous arrive de nous réveiller transformés en version de nous-mêmes que nous ne reconnaissons plus. Fatigués, anxieux, déprimés, brisés intérieurement. Et pourtant, la vie exige que nous nous levions. La facture ne s'en soucie pas, le patron ne s'en soucie pas, le système ne s'en soucie pas, l'horloge ne s'en soucie pas. Vous pouvez être détruit, mais le monde continue de demander « Vas-tu travailler aujourd'hui ?» Grégor Samsa est traité comme utile tant qu'il peut produire. Lorsqu'il cesse de travailler, il cesse d'avoir de la valeur. Sa famille, qui dépendait de lui, commence à le voir comme un poids, comme une gêne, comme quelque chose qu'il faut cacher. C'est une critique dure, mais aussi profondément humaine. La peur de n'être aimé que tant que l'on est utile. Combien de personnes vivent avec cette peur? Combien sentent que leur valeur dépend de leur capacité à livrer, soutenir, répondre, performer, accomplir, obéir? Kafka donne à cette angoisse la forme d'un cauchemar.
Mais le cauchemar est puissant parce que nous y reconnaissons quelque chose de réel. Tel est le secret de sa littérature. Kafka ne décrit pas seulement des mondes étranges. Il décrit des sentiments communs d'une manière étrange. Il déforme la réalité pour révéler quelque chose que, dans la vie quotidienne, nous ne parvenons souvent pas à nommer. L'anxiété, la culpabilité, l'inadéquation, l'impuissance, la solitude, la honte, la peur d'être jugé, la peur d'être inutile, la peur de ne jamais comprendre les règles du jeu. Ces personnages vivent entourés de questions sans réponse. Pourquoi ai-je été accusé? Pourquoi me suis-je transformé? Comment atteindre le château? Qui est aux commandes? Existe-t-il une issue? Et la réponse la plus effrayante est peut-être celle-ci. Peut-être qu'il n'existe pas de réponse. Mais malgré tout, il continue d'essayer. C'est une part essentielle de l'œuvre de Kafka. Ces personnages ne renoncent pas immédiatement. Ils essaient de négocier avec l'absurde. Ils essaient de raisonner avec lui. Ils cherchent une porte secrète, une explication, une solution. Et c'est peut-être là l'une des grandes vérités de l'être humain. Nous voulons du sens. Même lorsque le monde semble ne nous en offrir aucun, nous cherchons. Nous créons des récits. Nous cherchons des causes. Nous inventons des explications. Nous tentons de transformer la souffrance en apprentissage, le chaos en plan, la perte en destin. Mais que se passe-t-il lorsque rien de tout cela ne fonctionne? Lorsque la douleur existe simplement? Lorsque la culpabilité apparaît sans crime? Lorsque le système n'a pas de visage? Lorsque la vie ne répond pas? Kafka n'offre pas de consolation facile. Il ne dit pas « tout ira bien ». Il ne tente pas d'adoucir l'expérience humaine avec une espérance artificielle. Il nous conduit au cœur du malaise et nous y laisse face à ce que nous essayons habituellement d'éviter. C'est peut-être pour cela que son œuvre est si dérangeante. Elle ne nous distrait pas de l'angoisse. Elle nous oblige à la reconnaître. Mais, curieusement, il y a quelque chose de libérateur dans cela. Car lorsque quelqu'un décrit avec précision une sensation que vous pensiez être la vôtre seulement, vous vous sentez moins seul, même si cette description est sombre, même s'il n'existe pas de solution, même si l'histoire finit mal. Il y a du soulagement à être compris. Kafka semble dire « Oui, moi aussi j'ai vu cela. Moi aussi j'ai senti ce poids. Moi aussi je me suis trouvé devant des portes qui ne s'ouvrent pas, des autorités qui n'expliquent rien, des culpabilités sans nom, des peurs sans origine. » Et c'est peut-être pour cela que son œuvre a traversé le temps. Non parce qu'elle parle de quelque chose de rare, mais parce qu'elle parle de quelque chose de commun, d'une manière profonde. Beaucoup de personnes naissent dans des familles qui ne les comprennent pas. Beaucoup grandissent en essayant de plaire à des figures impossibles. Beaucoup travaillent dans des systèmes qui les consument. Beaucoup vivent sans reconnaître leur propre potentiel. Beaucoup se sentent coupables sans savoir pourquoi. Beaucoup essaient de trouver du sens dans une existence qui, parfois, semble simplement absurde. Kafka a pris tout cela et l'a transformé en littérature. Il a donné forme au malaise. Et, ce faisant, il a créé un espace où d'autres personnes ont pu reconnaître leurs propres expériences. L'écrivaine Anne Rice a dit, en parlant de Kafka, quelque chose qui semble résumer une leçon puissante. Ne pliez pas votre âme pour la rendre acceptable. N'essayez pas de la rendre logique simplement pour plaire.
N'éditez pas votre essence pour qu'elle corresponde à la mode. Suivez sans pitié vos obsessions les plus intenses. Cette idée s'accorde profondément avec Kafka, car son œuvre ne cherche pas à être belle au sens conventionnel. Elle ne cherche pas à plaire. Elle ne cherche pas à tout expliquer. Elle plonge dans des zones étranges, sombres, inconfortables, et c'est précisément pour cela qu'elle devient vraie. Kafka nous rappelle que l'art le plus puissant n'est peut-être pas celui qui nous permet de nous échapper de nous-mêmes, mais celui qui nous force à rencontrer ce qui était caché en nous. Il croyait que certains livres devaient nous blesser, nous réveiller comme un coup porté à la tête. Pour lui, la littérature n'était pas seulement un divertissement, elle était rupture, elle était confrontation, elle était une forme d'éveil. Et c'est peut-être exactement ce que son œuvre fait encore aujourd'hui. Elle nous réveille à l'étrangeté de notre propre vie, à l'absurdité de travailler jusqu'à l'épuisement dans des systèmes qui ne se soucient pas de nous, à la douleur de chercher l'approbation de personnes qui ne nous verront peut-être jamais vraiment, au poids des culpabilités héritées, des peurs anciennes, des attentes impossibles. Mais elle nous réveille aussi à une vérité silencieuse. Malgré tout cela, nous continuons. Nous continuons d'essayer de comprendre. Nous continuons de chercher du sens. Nous continuons d'écrire, de parler, d'aimer, de travailler, de créer, de résister. Kafka peut sembler être un auteur du désespoir, mais son œuvre révèle aussi une forme d'insistance humaine. Si tout est absurde, pourquoi essayons-nous encore? Peut-être parce que renoncer totalement n'est pas dans notre nature. Peut-être parce que, même sans garantie, nous voulons encore ouvrir une porte. Nous voulons encore être entendus. Nous voulons encore prouver que nous existons. Nous voulons encore transformer notre douleur en quelque chose qui demeure. Kafka est mort en pensant que son œuvre devait disparaître. Mais elle est restée. Et cela, en soi, constitue presque une réponse à l'univers kafkaïen lui-même. Un homme qui se sentait invisible est devenu l'une des voix les plus mémorables de la littérature. Un écrivain qui avait demandé à être brûlé a fini par survivre au temps. Quelqu'un qui se voyait comme inadapté a commencé à aider des millions de personnes à nommer leurs propres sentiments d'inadéquation. L'histoire de Kafka nous laisse une question troublante. Et si ce que vous cachez le plus était précisément ce que quelqu'un, quelque part dans le monde, a besoin de trouver? Et si votre voix, même incertaine, même blessée, même incomplète, pouvait toucher quelqu'un après vous? Et si votre valeur ne résidait pas dans l'approbation de ceux qui n'ont jamais réussi à vous voir? Kafka n'a pas vécu assez longtemps pour mesurer l'ampleur de son impact. Mais nous pouvons peut-être apprendre quelque chose de cela. N'attendez pas que tout le monde comprenne votre sensibilité. N'attendez pas que le monde explique toutes les règles. N'attendez pas que la vie soit toujours juste, claire ou logique. Mais ne livrez pas non plus votre voix au silence simplement parce que quelqu'un vous a fait croire qu'elle n'avait pas d'importance. Le monde peut être absurde. Les structures peuvent être froides. Les gens peuvent juger sans comprendre. La vie peut ressembler, à bien des moments, à un procès sans accusation, à une métamorphose sans explication, à un château impossible à atteindre. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément humain dans le fait de continuer. Continuer à penser, continuer à créer, continuer à chercher du sens, même lorsqu'il semble nous échapper, continuer à dire la vérité sur ce qui fait mal. Kafka ne nous offre pas une issue simple.
il nous offre un miroir. Et parfois, c'est peut-être de cela que nous avons le plus besoin. Non pas d'une réponse toute faite, mais d'un miroir assez honnête pour nous montrer que notre confusion n'est pas une faiblesse, que notre angoisse n'est pas seulement la nôtre, que notre étrangeté face au monde possède un langage. Au fond, Kafka nous enseigne que l'absurde peut nous écraser, mais qu'il peut aussi nous révéler, que la douleur peut nous isoler, mais qu'elle peut aussi se transformer en pont, qu'une vie apparemment petite peut porter une œuvre immense, que quelqu'un qui se sent invisible peut, sans le savoir, être en train d'écrire des mots qui traverseront les générations. Alors, peut-être que la grande question n'est pas seulement « Que signifie Kafka ?» Peut-être que la question est plutôt « Combien de parts de nous-mêmes sommes-nous en train d'essayer de brûler avant que quelqu'un puisse les lire ?» Si cette vidéo vous a fait réfléchir à Kafka, à l'absurdité de la vie ou à l'importance de ne pas réduire sa propre voix au silence, laissez un j'aime. Cela aide beaucoup la chaîne et montre que vous souhaitez davantage de contenu comme celui-ci. Abonnez-vous également pour suivre les prochaines vidéos, car ici, nous continuons à explorer des idées, des auteurs et des histoires qui nous aident à mieux comprendre l'esprit humain et le monde étrange dans lequel nous vivons. Et avant de partir, regardez la prochaine vidéo suggérée à l'écran. Peut-être poursuivra-t-elle exactement la réflexion qui a commencé ici. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et souvenez-vous, même lorsque la vie ressemble à un labyrinthe sans issue, votre voix peut encore trouver quelqu'un de l'autre côté.